commencé là, est-ce qu'ils ont terminé? Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'était le 4 septembre, ici à Abidjan. On nous a gagné, on tient éliminé. Ce qu'ils ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire. Découragement n'est pas ivoirien. C'est quoi une génération dorée? C'est un groupe doté de joueurs talentueux et du même âge dont les performances atteignent un niveau supérieur à celui traditionnellement obtenu par leur équipe. C'est ce qu'il s'est passé pour la Côte d'Ivoire avec Didier Zokora, Didier Drogba, Dindan, les frères Kalou et Touré. Le podcast du jour raconte la marche des éléphants sur le football africain et mondial entre 2002 et 2012. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan. C'est qu'ils ont commencé la FKIP. Bonjour à tous. Bonjour, à quelle chanson exceptionnelle, Gilles Christ. Ah, salut à tous. Ah non, c'est une chanson magnifique. C'est une grande chanson, une des plus grandes chansons de tous les temps. Franchement, dans la lignée de ce que fait Magic System dans le Zouglou, franchement, il faut écouter cette chanson. Ouais. Non, bien sûr, on va la mettre dans les réseaux sociaux, bien sûr. Et il y a Tate aussi qui est avec nous. Salut. Alors, donc on va parler justement de la Côte d'Ivoire, hein, notamment une génération dorée qui nous a accompagnés durant le football de notre enfance pendant très longtemps, hein, surtout qu'on sait à quel point les compétitions africaines s'enchaînent et entre les coupes du monde, ce qui fait qu'on les a beaucoup vu jouer. Mais justement, avant de nous intéresser du coup au cœur de notre sujet, j'aimerais un petit peu qu'on parle de ce qu'est la Côte d'Ivoire dans le football africain. Alors, après son indépendance, la Côte d'Ivoire, c'est des belles années d'existence du football, hein, avec 3 demi-finales de CAN en 3 premières participations. Donc c'est rentré dans le bain assez bien. Ensuite, il y a eu une grande période de disette dans les années 70 et entre les années 70 et 80, avec comme seule jolie parenthèse la demi-finale en 1986. Et finalement, on a la Côte d'Ivoire qui remporte pour la première fois la CAN sénégalaise de 1992 sous les ordres de son sélectionneur ivoirien Marcel Yeo. Gilles, c'est quoi le statut de la Côte d'Ivoire à l'échelle du football africain? Ça fait partie de ces pays-là qui, au cours des années oufouées, hein, puisque c'est de ça dont on parle, un petit peu fait partie de ces équipes qui, d'abord, à la sortie des indépendances, sort un petit peu son épingle du jeu, puisqu'elle fait partie des meilleures nations africaines, et qui a la bagarre. Et après, c'est vrai que pendant une vingtaine d'années, c'est plus forcément donc le football qui est devenu une priorité. Et c'est vrai que à partir de la deuxième partie des années 80 jusqu'à arriver 92, qui est le dernier tournoi qu'aura vu de son vivant le président Félix Houphouët-Boigny, avec cette victoire, eh bien, du coup, la Côte d'Ivoire, elle se pose comme une force en présence en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région, mais on va dire que c'est pas les mastodontes que sont, par exemple, les Camerounais qui ont fait forte impression, notamment sur les derniers mondiaux, ou comme les pays de l'Afrique du Nord que sont les Marocains, surtout, les Algériens également, et les Égyptiens également. Donc, voilà, la Côte d'Ivoire se place dans ce contexte-là. Elle est championne d'Afrique 92 et elle va continuer dans les années 90 à avoir des performances somme toute intéressantes, que ce soit sur les différentes CAN, notamment celle de 98 où ça se joue à peu de choses face à l'Égypte. Et mais bon, voilà. C'est un pays qui va rentrer en même temps que le pays dans une crise qui va être assez sérieuse et dont pourquoi qui rigole, c'est encore Tate? Non, c'est moi. Parce que je sais que c'est un spécialiste de la crise ivoirienne en politique, donc du coup on aura le temps d'en parler, je pense. Bah justement, tout de suite d'ailleurs, hein, parce que la Côte d'Ivoire qui nous intéresse est en pleine crise de résultats qui se conjugue malheureusement avec une grave crise politique et militaire dans le pays. Le football est malheureusement secondaire à l'entrée des années 2000, Johan. Ouais, c'est clair que le football il est clairement secondaire pour faire pour refaire l'histoire. Le 25 décembre 1999, un certain Robert Guéhi fait un coup d'État le jour de Noël. Allez savoir pourquoi. D'ailleurs, on l'appelait le Père Noël en treillis par rapport à cet événement-là. Ouais. Et donc du coup, voilà, il y a cette CAN 2000 où la Côte d'Ivoire fait preuve d'une faiblesse qui est incroyable. Et Robert Guéhi, justement, pour punir cette équipe de la Côte d'Ivoire, il les met en camp de redressement, si je me trompe pas. Camp de redressement et avec un discours assez lunaire,
franchement, le discours, il fait flipper. Et on voit Vraiment. des mecs, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on voit des mecs qu'on a déjà vus, en fait, sur des terrains de Ligue 1, enfin, de Ouais. D1 à l'époque, comme Lassina Diabaté, comme Ibrahima Bakayoko. On les voit, les mecs, ils sont apeurés, en fait. C'est incroyable, ils sont apeurés. On a l'impression, limite, qu'ils se dirigent vers la potence et qu'on va les exécuter, en fait. Et il est clair que, ouais, non, c'est vraiment une période qui est assez sombre concernant le football ivoirien et l'histoire aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que Tate, on leur dit quand même, estimez-vous heureux, on vous a pas mis en prison comme vos collègues judokas. Exactement. Avec Voilà. des grands discours sur ce qu'est l'ivoirité, Non, mais etc. Enfin, c'était assez catastrophique. non, Enfin, mais c'est grave, quoi. Non, mais c'est grave, c'était lunaire. On peut rajouter aussi le Stéphanois Gay dans la liste. Gay, très très bon milieu de terrain. Gale, pardon. Très très bon au milieu de terrain et là mais le discours il est lunaire. Moi je m'en souviens bon je suis supporter de Marseille, même à Marseille on se demandait mais il va revenir quand Bakayoko. Ils sont restés 10 jours. Ils sont restés 10 jours. Et comme disait Johan en plus c'est des mecs solides en Ligue 1, Diabaté, le Avec gars des grandes cuisses. avec des grosses cuisses avec Afanou, c'est des mecs qui gagnent des duels et tout ça et là Domoro Cyril, oui. qui était à Milan à cette époque-là et Ouais. à ce moment-là, on se dit mais c'est des petits garçons. Face à ce discours-là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'en souviens sur Stade 2, on les voyait et tout. Les mecs, c'est des petits garçons. Les mecs, ils se faisaient dessus, mais à juste titre. Hein. On Oui, se bien dit, sûr. mais ils vont revenir quand? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Robert Gay, il est complètement fou. Africain numéro 1. Bref, c'était un peu lunaire comme truc. Et finalement, au bout de 10 jours, ils sont revenus. Ah ben, le problème, c'est que entre ce premier tour assez mauvais en 2000 et en 2002, également, il y a la non-qualification à la CAN 2004. J'ai Chris, enfin voilà, on a vraiment une équipe de la Côte d'Ivoire qui est complètement perdue. Oui, perdu, même s'il y avait quelques repères entre guillemets. Je pense également au Lillois, puis Lensois Dagui Bakary qui était Très présent. très physique. Quoi. Ouais, et qui, on va dire, était le prédécesseur de Drogba Didier à la pointe de l'attaque ivoirienne avec les Ibrahima Bakayoko, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que par rapport à la CAN 2000, on est un peu sévère parce que c'est une poule où tout le monde a 4 points. Tout le monde a Et le je même pense qu'en point, fait, ouais. que l'humiliation ultime pour le pouvoir en place, c'était la défaite contre le Cameroun 3-0. Ouais. Et là, je pense que c'est ça qui est plus mal passé que la finalité du premier tour, puisque ça se joue à la différence de but, ou ça se joue à un but près. Mais voilà, c'est vrai que c'est une Côte d'Ivoire qui est perdue. Et une Côte d'Ivoire qui voilà ne se qualifie pas pour Tunisie 2004 au grand plaisir aussi des supporters marseillais par rapport à Didier Drogba. Mais voilà, mais en fait c'est une équipe qui notamment donc va arriver avec une génération qui aura fait ses preuves en club, que ce soit d'abord sur la scène africaine et après en Belgique avec Beveren, qui va arriver et qui va emmener cette génération vers quelque chose, un nouvel élan, un nouvel espoir dans ce contexte politique et de guerre qui est particulier en Côte d'Ivoire. Oui, c'est dans ce contexte délétère que les éléphants vont rentrer dans la plus belle période de leur histoire, comme pour donner de l'espoir en fait à leurs concitoyens. Deux éléments vont nous permettre de parler de génération dorée. D'une part Didier Drogba et d'autre part les jeunes de l'ASEC Mimosa. On va commencer par Didier Drogba. D'ailleurs, le temps qu'on a utilisé pour parler de cette Côte d'Ivoire commence en 2002. 2002, c'est l'année avec laquelle Didier Drogba entre en sélection. Pour sa première sélection, c'est en septembre 2002. Yohan, il explique par la suite que s'il avait le niveau en 2002, il aurait peut-être pu choisir l'équipe de France. Hein. Oui, c'est ce qu'il a souvent martelé. Je pense que à cette époque-là, il aurait vraiment pas eu sa place en 2002 en équipe de France. Part de loin. Ça, il y avait Henry, il y avait Trezeguet, il y avait Cissé, il y avait pas mal d'attaquants, Louis Saha aussi qui était là, donc ça aurait Anelka été très compliqué. se permettait de refuser les sélections. Franchement. Donc ouais, non, ça aurait été compliqué pour Drogba Didier. Mais du coup, il sera le fer de lance justement de cette nouvelle génération ivoirienne. Mais en fait, ce qui est remarquable en fait, c'est que on le voit pas arriver. Drogba, on le voit pas arriver parce que on sait qu'en 2004, on sait que enfin, on va dire en 2003 plutôt. 2002-2003, on va dire, on sait que c'est un attaquant de Ligue 1. À partir de 2003, on sait que c'est un bon attaquant de Ligue 1. Et à partir de 2004, on voit que c'est un grand attaquant de Ligue 1. Et c'est à partir de là, justement, et ça, c'est tout à son honneur, que la vague Drogba, justement, elle s'est emparée de toute la Côte d'Ivoire. Et justement, ça a aussi coïncidé avec l'émergence des joueurs qui ont été formés à la SEC Mimosa.
et qui brillent dans leurs clubs respectifs. On va parler de ces joueurs-là juste après, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on se concentre un petit peu sur Didier Drogba, parce que Gilles Christ, on a quand même affaire à un garçon qui, effectivement, découvre année après année un niveau d'un échelon supérieur jusqu'à arriver du côté de Chelsea. Et en fait, moi, ce qui me marque vraiment avec ce Didier Drogba, c'est qu'à un moment donné, il a pris en responsabilité cette équipe nationale dans ce contexte politique très grave pour faire passer un cap à lui, à sa sélection, à ses coéquipiers. C'est ce qu'on attend d'un leader. C'est ce qu'on attend d'un leader, effectivement, et c'est vrai que il est le fer de lance d'une génération, alors que il est en marge de cette génération de la SEC Mimosa qui fait des performances sur la scène africaine, sur la scène continentale. On reparlera des joueurs tout à l'heure. Didier Drogba profite de son statut et de la stature surtout qu'il prend en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, puis ensuite avec Chelsea, pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réélever. Moi, je me rappelle avoir vu en septembre 2002, je pense, l'une de ses premières sélections contre l'Afrique du Sud, où il y avait un match en septembre 2002, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, un 0-0 assez triste, mais en fait on sent qu'il y a une sorte d'effervescence qui est en train de monter, même si au cours de ce mois de septembre 2002, la Côte d'Ivoire rentre encore dans un contexte d'horreur incroyable avec l'assassinat de Robert Guilly le 19 septembre, donc du coup la veille de mon anniversaire. C'était pas... Ouais, c'est ça, tout à fait, Tate. Tate qui avait quoi, 12 ans, c'est ça? Exactement. Hors taxe. Et ben voilà. 12 ans et 3 enfants. C'est pas gentil pour la maman de Tate et pour Tate, on t'aime Tate. Une femme remarquable comme ça, franchement. Franchement, pour maman Annie, oui, tout à fait. Merci. Non, merci. Mais voilà, mais sinon voilà, Didier Drogba, il va montrer que en même temps que la stature qu'il est en train de prendre en club, c'est quelque chose qu'il doit accompagner avec la sélection, et il va réussir avec brio à replacer la Côte d'Ivoire sur la carte. Il le fait notamment pour la qualification à la Coupe du Monde 2006, pour les premiers buts, pour les premiers matchs de la CAN 2006. Voilà, quand on a la Côte d'Ivoire qui redécouvre les compétitions internationales, Tate, c'est Drogba qui est le fer de lance. On l'a déjà dit, c'est la troisième fois qu'on dit ce terme-là, mais parce que c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Il met en 10 matchs en qualification pour la Coupe du Monde 2006, il marque 9 buts, dont un doublé contre le Cameroun à domicile au stade Houphouët-Boigny en septembre 2005. Oui, mais ils perdent. Ils perdent malheureusement avec le réalisme. Ouais, mais le réalisme camerounais était. Mais franchement, ils dominaient le match. Le match. Achille Webo. À la fin du match. Et malgré tout, ils arrivent à se qualifier. On se souvient très bien du dernier match et du contexte. Penalty à Yaoundé. Exactement. Et que Webo rate avec les conséquences que on connaît tous. Womé, pardon. J'ai dit Webo, pardon. Avec Womé qui rate. Womé qui a eu le courage de le tirer. Il a eu le courage, parce que Song et Eto'o ont refusé de tirer. Ouais, c'est important de préciser. Non, franchement, il s'est très bien comporté en tant que leader, même si Gilles, par la suite, va certainement critiquer ses actions sur le terrain. On va en parler, bien évidemment. Et jusqu'à la CAN, au début de la CAN 2006, franchement, Didier Drogba, sur le terrain, et en dehors du terrain, il y a absolument rien à dire. RS. Son émergence en club est accompagnée de son émergence en sélection. RS. Moi, ce que je voulais ajouter, excuse-moi Reda, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que quand Drogba arrive en sélection, Cyril Domoro est le capitaine de l'équipe. Et Drogba, au fur et à mesure du temps, prend ce leadership et prend ce brassard de capitaine. Bien sûr. Grâce au but qu'il va marquer, qui va montrer qu'il est décisif et aussi. Il n'y a pas que les buts, il y a aussi le fait qu'il amène Ernest en Côte d'Ivoire. Il y a plein de choses. Il y a aussi l'esprit fédérateur qu'il a, parce que il y a plein de choses. Il me semble que le déclic dans tout ça, c'est une embrouille qu'il y a en fait entre Kolo Touré et Cyril Domoro en fait. Et il me semble que Henri Michel à ce moment-là, quand il voit Drogba prendre la parole par rapport à ça, apparemment Henri Michel se dit que c'est peut-être un leader en fait qui est en train de naître, et comme il est sur une vague qui est monstrueuse, on passe de Marseille à Chelsea, etc. On sent que Drogba il prend de plus en plus de poids dans le football ivoirien, mais aussi dans le football mondial. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il décide de donner le brassard à Drogba Didier.
Alors, Exactement. Didier, justement, qui Et, sur- va. et surtout, Reda, parce que c'est aussi l'Africain le plus cher de l'époque aussi. Bah oui. Effectivement. Oui, non, mais en fait, il y a vraiment, c'est ça, il y a vraiment un contexte autour de Didier Drogba qui est assez incroyable, qui est assez, voilà, il fait l'actualité, il fait les beaux jours d'un grand club européen, et en même temps, voilà, il arrive à assumer ce statut parce qu'on sait, c'est pas tous les jours qu'on a des joueurs de ce statut-là dans une équipe africaine, Bien et on sûr. sait souvent que, il passe à côté de certains éléments, et Didier Drogba, là, pour le coup, on lui dit, bon, maintenant, tu fais partie de la classe des grands joueurs, il faut que tu nous accompagnes vers le haut, et accompagner qui, justement, cette petite génération de joueurs qui ont pour combat commun les frères Kalou, Jindan, Siakatine, Didier Zokora, les frères Touré, Baki Koné, Gervinho, Romaric, qui ont tous, Yoann, comme point commun d'avoir été formés à la SEC Mimosa au sein de l'académie Mimosifcom, anciennement appelée l'académie Sol Béni. Voilà, Ouais. c'est un des plus beaux travaux fournis en terre africaine en termes de formation. Merci Jean-Marc Guillou. Franchement, Oui. Jean-Marc Guillou, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. La Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est double vainqueur de la Coupe d'Afrique, surtout pour le dernier titre qu'ils ont eu, Jean-Marc Guillou a une place qui est considérable parce que justement, C'est les il a mis en Fantos. place. Ouais, exactement. Il a mis en place justement cette génération de joueurs qui va émerveiller le football africain. Mais ce qui est remarquable en fait, c'est que ces joueurs-là, c'est pas juste des bons joueurs en Afrique en fait, c'est des bons joueurs dans tous les clubs en fait où ils jouent. Comme tu as dit, Yaya Touré, Yaya Touré met du temps à exploser parce qu'à l'époque, il est encore à l'Olympiakos, à Donetsk, etc. Et t'as Kolo Touré qui joue à Arsenal, Zokora qui est un très bon joueur de Ligue 1 qui joue à Saint-Etienne, Siaka Tiene, C'est il y a ça. C'est Baki Chico Koné. Tiene. Baki Koné qui a un parcours assez atypique dans le sens où il va au Qatar, il vient à Lorient en Ligue 2, il explose comme pas possible. Après, il vient à Nice. À Nice, c'est un super attaquant. Après, il signe à Marseille et puis bon, je vais pas faire toute sa carrière. Mais voilà, tout ça, c'est la patte de Jean-Marc Guillou. Et pour finir, on a fait un épisode des libéraux concernant les binationaux et on a déploré justement ce manque de formation à l'africaine qui pouvait y avoir dans certains pays d'Afrique. Et c'est Jean-Marc Guillou qui a réussi à faire ça, non seulement en Côte d'Ivoire, et assez récemment en Algérie. Donc c'est vraiment un gros clin d'œil, un gros hommage que je tiens à faire à Jean-Marc Guillou à ce sujet. Et c'est ça qui est assez incroyable, Gilles Christ, avec cette génération ivoirienne, c'est une formation de joueurs africains qui ont un football que l'on retrouve que sur le sol africain. C'est une question d'identité parce que ces jeunes garçons continuent à jouer pieds nus jusqu'à un âge assez avancé. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est continuer à faire le football de rue, les maracana qu'on connaît un petit peu en Afrique, en Côte d'Ivoire également, et qui sont l'essence du football africain. Parce qu'on a l'impression que le football africain, c'est le football qui est physique, rugueux, etc. Non, le football africain, c'est un football qui est fait de fantaisie, qui est fait de beaucoup de techniques et aussi de régalade pour le public. Et c'est vrai que cette identité-là qu'ont eu les joueurs de la SEC Mimosa pour gagner la Coupe de la Confédération africaine de football en 98, gagner la Super Coupe en 98 contre l'Espérance de Tunis, donc à Abidjan, dans un match qui était quand même incroyable, où on voit des jeunes joueurs à peine majeurs malmener des mondialistes à cette époque-là. Oui, des papas, et en plus qui viennent dans la force de l'âge en même temps que Didier Drogba émerge dans la sélection. On va dire que c'est une somme de choses qui, additionnées l'une avec les autres, font que la Côte d'Ivoire va être amenée à avoir des résultats probants sur la scène africaine, et on espère également sur la scène mondiale avec les qualifications qui arrivent, et notamment pour Allemagne 2006. Alors justement, on va commencer un petit peu à égrener les compétitions internationales qu'a joué cette équipe de Côte d'Ivoire en essayant de voir si, au fur et à mesure, elle monte en gamme. Ça commence avec la CAN 2006 cette année, où déjà, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui est solide, pas forcément incroyable, qui retrouve le très haut niveau africain et qui, dans le premier tour, va perdre contre l'Égypte. D'ailleurs, cette phrase, on la dira souvent, mais bon, c'est à peu près le cas pour tout le monde, qui passe le Cameroun en quart après une interminable séance de tirs au but, où il y a eu 22 tirs au but consécutifs marqués. Je crois que c'est un record du monde, faudrait vérifier, avant qu'Eto ne rate le sien une fois qu'on a commencé à retirer les pénaltys. Et ils vont perdre en finale, justement, contre l'Égypte, avec un Drogba qui commence très bien le tournoi et qui le finit de moins en moins bien. Il le finit bien, hormis la finale, il marque ce but contre le Nigeria en demi-finale. Ah oui. Après, il faut dire aussi que la demi-finale contre l'Égypte,
Ce que les Égyptiens font au niveau de l'arbitrage, c'était incroyable aussi. Mais bon, Le Sénégal, oui. on va pas revenir là-dessus. Le penalty sur Diomansi Kamara, on va pas revenir là-dessus. C'était bon. Mais là, il fait un très bon premier tour. Drogba, il marque son penalty lors du premier match contre le Maroc. Il gère. Mais malheureusement, comme Gilles va le mentionner, en finale, c'est lui qui va rater son penalty. C'est lui qui contre l'Égypte. Au tir au but, il rate une très grosse occasion. Et disons que c'est la première compétition internationale de Drogba avec la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui n'avait pas fait de compétition internationale depuis 4 ans, depuis 2002. Il y avait certes eu les Jeux de la francophonie un an avant, avec la génération qu'on a citée avant. Au Niger. Au Niger, ouais. D'ailleurs, aux Jeux de la francophonie que Gilles aussi connaît très très bien. Oui, exactement. Et malheureusement, ça joue à peu de choses contre l'Égypte, au tir au but. Mais il va commencer à naître un petit complexe vis-à-vis des Égyptiens qu'ils avaient aussi perdu en poule contre les Égyptiens. C'est l'occasion manquée et malheureusement, il y a un complexe qui commence à s'installer qui va se perdurer les compétitions d'après. Non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, Chris, c'est qu'on a à la sortie de la CAN 2006, y a rien, entre guillemets, il y a rien à dire. Il y a peut-être un petit goût de regret, mais finalement, le tournoi est très bon quand on sait d'où vient la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut garder en tête, hein. Oui, clairement. Ça, c'est vrai que quand on pense à ça, effectivement, ça permet de relativiser. Après, quand on a ce regard qu'on a de Didier Drogba à l'époque et de cette sélection ivoirienne qui est suivie par Téléfoot au cœur des éléphants, souvenez-vous, avec Henri Michel, on les a vus aussi lors du match France-Côte d'Ivoire en août 2005 pour le retour de Zidane. À Montpellier. Voilà, mais voilà exactement, on commence à s'attacher à cette équipe-là et on s'attend quand même à une fin quand même heureuse. Et je vous rappelle que TF1 diffuse la finale de la CAN 2006 en direct. En fin d'après-midi. Exactement, même si les circonstances du match sont particulières et on va dire que c'est vraiment on a l'impression que oui, tout a été organisé pour que les Ivoiriens ne gagnent pas ce match-là. Les Ivoiriens ont des situations de jeu. Ils ont des situations de jeu. Didier Drogba a des situations de jeu. Et moi, c'est surtout son tir au-dessus, à 5 mètres du but, qui, moi, me marque, en fait, et sur lequel j'ai du mal. Et après, c'est vrai qu'il y a le fameux tir au but contre El Hadari, où on va voir que ça va être quelque chose qui va faire écho à ce qui va se passer un peu plus tard. Mais au moment où on parle, à la sortie de la CAN 2006, en février 2006, voilà, Didier Drogba a essayé de mener son pays au sommet de l'Afrique. Il est tout proche, mais il aura l'occasion peut-être de se rattraper pour la Coupe du Monde. Bah déjà, il se rattrape, entre guillemets, avec cette Coupe du Monde 2006, la première de l'histoire de la Côte d'Ivoire, où les hommes d'Henri Michel vont tomber sur un groupe de la mort. Ça aussi, ça va être quelque chose qui va se répéter. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, tu vas retenir quoi de la Coupe du Monde 2006 de la Côte d'Ivoire, Yohan? Peut-être juste le fait que ça donne... c'est peut-être la seule bonne nouvelle de la Côte d'Ivoire à ce moment-là, en termes de pays. Ouais, déjà, oui, le fait qu'il soit dans un groupe de la mort. Moi, j'ai quelques regrets par rapport au match face aux Pays-Bas. Parce que défensivement, ils ont été vraiment très très mauvais face aux Pays-Bas. C'était incroyable. Jean-Jacques Tizier... Tizier exagère, franchement. Il faut le dire. Le but de Van Persie, il faut le dire. C'est un scandale. Ouais. Après, qui connaît, mais un très beau but. Ça, il faut le reconnaître aussi. Mais honnêtement, moi, c'est après le match face aux Pays-Bas que j'ai arrêté de les calculer pour cette Coupe du Monde-là. J'étais plus focus sur le Ghana pour les pays africains. Parce que de toute façon, ils étaient éliminés après 2 matchs. Comment ? Ils étaient éliminés après 2 matchs. Oui, voilà, il y a le match sur la Serbie-Monténégro, mais on s'en foutait un peu de ce match-là. On voulait plus voir la titularisation de Messi face aux Pays-Bas, ce que ça allait donner. Mais voilà, on va dire quand même c'est une Coupe du Monde qui est positive parce qu'il y a une première victoire déjà en Coupe du Monde face à la Serbie-Monténégro qui sur le papier avait une équipe qui était plus ou moins intéressante. Donc on va dire qu'on retient quand même du positif parce que la Côte d'Ivoire justement a la danse joué à la fin comme il fallait, ils n'ont pas eu peur et ils ont joué comme il fallait. Et la danse à la fin quand il marque le 3e but, avec Aruna Dindane. Exactement, Aruna Dindane. Pour revenir, je suis désolé, le coup franc que Tizier prend face à Van Persie, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Incroyable. Non, mais c'est inadmissible aussi inadmissible dans le sens où voilà, c'est une première pour tout le monde, c'est une fête, c'est un niveau qu'on connaît pas, qu'on découvre, on sait pas encore que une seule erreur peut vous éliminer sur l'ensemble de la phase de groupe. Donc moi je suis pas sévère finalement avec cette équipe de Côte d'Ivoire puisque en gros cette équipe avec cette jeunesse aussi qui est autour de Didier Drogba découvre ce niveau. Donc on peut pas leur demander trop de choses. Je pense que peut-être que on aura l'occasion de le dire à la fin de ce podcast là, mais c'est avec le recul
qu'on a l'impression qu'ils ont raté pas mal d'occasions, et notamment les deux qu'on vient d'exprimer. Mais à ce moment-là, si on s'arrête en 2006, moi, je pense sincèrement que les Ivoiriens peuvent être fiers de ce qu'ils ont pu faire. Ça reste positif, ouais, c'est clair que ça reste positif. Mais après, comme je t'ai dit, tu vois, il y a des regrets. Sur ce match face aux Pays-Bas, on le regrette parce qu'on se dit qu'il y avait peut-être mieux à faire. Les Pays-Bas n'étaient pas si souverains que ça face à la Côte d'Ivoire pour ce match. Donc, on a des regrets, mais comme je t'ai dit, ça reste positif quand même. Parce que quand on voit ce qui était la Côte d'Ivoire, on peut même pas dire, même pas 4 ans avant, mais même 2 ans avant. Quand on voit ce qu'est la Côte d'Ivoire 2 ans avant et ce qu'elle est devenue justement cet été 2006, quand même, il y a de quoi quand même avoir des motifs de satisfaction, c'est clair. Et là, on va commencer à avoir des motifs de regret, je pense, pertinents, c'est à partir des compétitions qui arrivent. Par exemple, là, on a la CAN 2008. Concrètement, la Côte d'Ivoire fait office de favori. D'ailleurs, c'est un statut qui est complètement assumé dans les premiers matchs. Absolument, 3 victoires, 3 matchs en phase de groupe, avec une victoire 5-0 en quart de finale contre la Guinée. Et hop, les Égyptiens. Voilà. C'est peut-être la deuxième épreuve que doit faire face une équipe africaine pour progresser. C'est battre les Égyptiens. Et Chris, ils ne le font pas encore, ça, les Ivoiriens. Ils ne le font pas, et en plus, Kolo Touré ridiculisé par Zidane ce jour-là, franchement. Zidane, s'il te plaît. Il n'y a qu'un seul Zidane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes des gamins. Mais surtout, moi, je suis vraiment frustré parce que, en fait, cette équipe de Côte d'Ivoire, en fait, après avoir vu la CAN 2006 avec l'Égypte, on se dit que les Égyptiens, en allant en Afrique subsaharienne, ne vont pas continuer. Et on compte sur la Côte d'Ivoire, on compte sur le Cameroun, on compte sur le Ghana pour contrer ces Égyptiens qui sont les tenants du titre. Et finalement, les Égyptiens règlent tout le monde. Hein. Et voilà, c'est ce qui se passe sur cette demi-finale avec une lourde défaite. Et en fait, celle-ci elle fait mal parce qu'en plus Drogba, qui devait être le joueur de l'année 2007, ne peut pas aller. Parce que c'est vrai qu'on a dit qu'il refuse de s'y rendre. Le problème, c'est que la célébration de ce trophée a eu lieu au Ghana, enfin du côté de Accra, et eux, en fait, eux, ils sont à Koumassi, donc du coup au nord du pays. Et donc il peut pas se déplacer pour venir jouer ce match puisqu'il y a la préparation des matchs suivants. Déjà, là, et c'est à ce moment-là que le vainqueur par défaut, ça a été Frédéric Anouté, il faut le dire, même s'il fait une grande année 2007, 7 buts en finale, il faut le dire. Il a tabassé le Real en Supercoupe, hein. Faut le dire aussi. Exactement. Mais voilà, les Ivoiriens passent à côté de ça, au niveau individuel, Drogba également, et là on se dit que encore une fois, peut-être que ça va être le coup d'après, mais là, on commence à se poser des questions sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle va arriver à faire ce pas nécessaire pour pouvoir passer le cap supérieur? Ils l'ont pas fait, encore une fois, tâté à la CAN 2010. Ils ont joué contre ton peuple. et là, franchement, 2010, je pense que même par rapport à tout ce qui s'est passé avant, je pense que c'est le plus scandaleux. C'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible. Franchement, l'Algérie qui, en prolongation, non, c'est incompréhensible. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'arrive toujours pas à... il y avait, comment dire, il y avait une voix qui était, royale pour eux, en 2010. Drogba qui fait la meilleure saison de sa vie en 2010, en club, avec Ancelotti, quand il joue avec Anelka, en pointe. Et là, on sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Touré qui joue au Barça de Guardiola. Exactement. Il y a Emmanuel Eboué. Il y a une équipe qui est terrible. C'est bien sûr. C'est une équipe de malade mental. Et là, ils arrivent. Après, ils ont le premier tour. Il y en a qui disent que oui, malheureusement, ils ont joué que 2 matchs. C'est peut-être ça qui a fait que. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez, c'est une première. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Je pense que ça peut aussi. Ça peut perturber une équipe, un groupe. Ouais, parce qu'ils étaient dans la zone cabindiste, Cabindes, pardon, et je vois que ça comme explication. Pour préciser à nos auditeurs, ce sont les matchs contre le Togo qui n'ont pas pu être effectués sur ce premier groupe, ce premier tour, pardon. Exactement, avec le drame qui s'est passé au quart, et incompréhensible à Cabinda perdre contre l'Algérie. En plus, cette Algérie-là, je suis désolé, Reda, qui n'est pas non plus. Elle est pas folle. Elle est pas folle, hein. Par rapport à l'Algérie, les Algériens qu'on a connus plus tard, milieu des années 2010, franchement, cette Algérie-là, hormis Yebda, bon. Ils perdent 4-0 contre l'Égypte, cette Algérie-là. Donc, oui, clairement, ça veut dire qu'ils n'avaient rien à faire ici et que sur le match, en fait, même si les Ivoiriens avec Kader Keita qui marque un but qui vient de, waouh, je sais pas d'où ça sort, mais en fait, on se dit, mais les Algériens arrivent à trouver le supplément d'âme pour pouvoir repasser devant dans la prolongation. Mais bon,
les Ivoiriens devaient remporter ce match-là et régler une bonne fois pour toutes ce complexe avec les Égyptiens. Et ils ne réussissent pas à ce moment-là, alors que il y avait possibilité. Et là, par exemple, pour le travail de Vahid Halilhodžić sur les 2 années, mais qui avait été quand même remarquable, hein, parce que Justement, on va en parler de Vahid. Hein. mais c'est clair. Mais en plus, il se fait, licencier juste après la CAN. Ouais, mais ça, c'était pas une bonne idée, ça. Mais en plus, pour prendre qui? C'est pas une mauvaise idée non plus. Justement. C'est une mauvaise idée de prendre Eriksson. Très cher en plus dans cette troupe. Comme d'habitude, ses honoraires sont toujours exceptionnels à ce monsieur. Non, mais là, justement, ça vous montre un petit peu le statut de la Côte d'Ivoire. Parce que, bon, pour la Coupe du Monde 2010, les qualifications se passent très bien pour la Côte d'Ivoire. Hein. C'est aucune défaite en 2 phases de groupe. Hein. Donc, c'est vraiment une déroulade. Et en fait, vous avez Vahid Halilhodžić qui se fait remercier quelques mois avant la Coupe du Monde, et c'est Sven-Goran Eriksson qui prend la sélection. Tu lis comment cette histoire, Gilles-Christ? Parce que bon, Sven-Goran Eriksson qui vient prendre la Côte d'Ivoire pour un certain montant, ça montre aussi que la Côte d'Ivoire a des ambitions et ça fait partie des grandes nations mondiales finalement. Il y a cet esprit aussi qu'on veut montrer. Ouais, mais après, voilà, je pense que les Ivoiriens avaient le temps pour payer Eriksson 3 mois. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont tenté. Mais après, c'est vrai qu'il y a encore des circonstances qui sont terribles parce que Drogba est dans la saison de sa vie, comme disait Tate tout à l'heure. Mais la blessure qu'il se fait contre le Japon en match amical au niveau du bras, voilà, va changer la donne. Et c'est vrai que quand tu vois qu'il ne peut pas jouer, et en fait, qu'il joue très diminué les premiers matchs du Mondial 2010, notamment ce match contre les Portugais qu'ils auraient dû gagner, je le dis très clairement. Ils auraient dû gagner contre ces Portugais qui n'avaient absolument pas le niveau. Voilà, mais bon, c'est ça qui est frustrant. Et après, ils perdent contre le Brésil, ils gagnent contre la Corée le 3e match. La Corée du Nord. Ouais, le match arrangé aussi. Mais après, voilà, le match entre Brésil et Portugais, le 0-0, un match nul en plus. Franchement, à leur âge. Franchement, à leur âge. En Afrique, et là tu vois encore une fois les Ivoiriens en terre africaine qui sont en mesure de pouvoir aussi montrer encore au continent africain d'être la fierté du continent. Et ils passent pas le premier tour alors que ils avaient peut-être une équipe qui était consistante et qui pouvait créer vraiment des problèmes comme ils l'ont fait en plus aux Brésiliens, aux Portugais. L'équipe avait plus d'expérience, c'est ça qui en fait c'est encore plus regrettable. Bien sûr. Elle a plus d'expérience. Mais je sais pas si vous vous rappelez, moi il y a un petit truc qui me fait marrer, c'est Guy Demel face à Cristiano Ronaldo. Oui. Quand il voulait le tête-à-tête, bien sûr. Oui. Bien sûr. Un homme très costaud. Bien sûr. Voilà, vous rappelez les Ivoiriens dans leur maillot moulant. C'est incroyable. Ouais, c'était gigantesque. Tu sens qu'au lit, c'est des gens qui blaguent pas. C'était toujours ça, c'est incroyable. Non mais c'est vrai que là on a plus entre guillemets, on a plus d'excuses on a plus d'excuses si on a la blessure de Didier Drogba qui rentre à l'heure de jeu contre le Portugal comme un vulgaire remplaçant entre guillemets parce qu'il est diminué. Donc il y a vraiment il y a beaucoup de marquer en plus hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de circonstances atténuantes pour peut-être leur enlever un peu de faute en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que il y a trop de circonstances atténuantes année après année pour finalement se dire les Ivoiriens sont peut-être passés à côté de quelque chose à chaque fois. Ils ont un mot d'excuse, mais après est-ce que l'excuse fait tout? C'est ça qui pose question et c'est ça qui est un peu frustrant. Mais bon, je pense que là sur l'année 2010, il y en a beaucoup, même si les Ivoiriens sont toujours dans les donc dans les 8 meilleurs entre les 4 et 8 meilleures équipes africaines. Largement, oui. Largement. Même bien plus que ça. Oui, je pensais que tu allais dire du monde. Ouais, non, du monde, doucement quand même. Mais... 15, dans le top 15. Hein. Ouais, voilà. Mais après, derrière, c'est surtout 2012 qui va être le glas final et qui va vraiment traumatiser tout le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, justement. L'équipe est à maturité. Elle a fait énormément de fautes et elle a appris de ses défauts. Didier Drogba a eu la forme de sa vie en 2010. Il a une aura exceptionnelle en 2012. Ouais. C'est une valeur sûre, cette équipe de Côte d'Ivoire, au niveau africain et au niveau mondial. En phase de groupe, 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Victoire 3-0 en quart, 1-0 en demi, toujours aucun but encaissé. Le parcours est totalement incroyable de cette CAN de la part de la Côte d'Ivoire. Un parcours camerounais, 10 ans auparavant. Non, mais c'est exceptionnel. Mais on se retrouve finalement avec une équipe, Johan, qui ne gagne pas cette finale
en n'ayant encaissé aucun but en compétition. C'est incompréhensible. Le 12 février 2012, date de la naissance de ma première nièce, honnêtement, j'étais... Oh. En fait, moi, j'attendais quoi? J'attendais juste... Le match, je le regardais en streaming, j'attendais juste le premier but de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, enfin, ils vont le faire. Et là, on attend. Et il vient jamais. On attend. Et Drogba qui Didier. rate un penalty. Et Didier. Oh. Penalty que Aïe, Drogba aïe, aïe. rate. Aïe. Et on se dit, en fait, plus le temps passe, et plus on se dit, la Zambie, elle est en train de réussir un coup. Honnêtement, ça se sent. Dans l'atmosphère, en fait, elle devient de plus en plus pesante, en fait, pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que chaque Ivoirien qui a regardé ce match-là, au fur et à mesure que le temps passait, il savait. Mais on peut pas le dire à l'antenne, mais il savait. Ouais, il savait. Chaque Ivoirien qui a regardé ce match savait que c'était cuit, en fait. Ça se sentait. Et là, il y a les tirs au but. Interminable aussi. Hein. Interminable aussi. On voit des joueurs de la Zambie qu'on connaît peu ou pas du tout. Le seul qu'on connaît, on va dire, c'est Mayuka. Katongo aussi, et Mayuka, des fois, qui jouent en Ligue Europa avec les Young Boys. Mais honnêtement, on voit. En plus, le pire, c'est que il me semble que c'est la Zambie qui rate en premier son penalty. Ouais. Et la Côte d'Ivoire aussi rate son penalty. Ouais, Kolo Touré. Ouais. Non, c'est Kolo Touré qui rate son penalty. Ouais, et c'est le Zambien qui rate aussi. Et là, Gervinho, je sais pas si vous vous souvenez, les gars. Gervais, tu veux pas tirer? Gervais, voilà. Oui, François, oui, je m'en rappelle. François Zawi, on dirait que c'était son daron. Il n'allait pas tirer. Non, mais oui, mais même Gervinho, il va tirer à reculons. Il a peur. Et puis la manière dont il le tire aussi. Enfin, c'est quelqu'un, il fallait pas l'envoyer. Il fallait pas l'envoyer, en fait. C'est ça. Et même le gardien zambien, Kennedy Mwene aussi, qui met son penalty. Et moi, ce qui m'a surpris pour finir, c'est le penalty, justement, penalty qui est tiré par un Zambien, mais en pleine lucarne. Mais vraiment, ça va vraiment dans la lucarne. Alors que le penalty, il était décisif, en fait. Et là, il y a Gervinho qui rate son penalty et le futur joueur de Sochaux et de Lille, Stopila Sunzu, qui met le sien, et la Zambie qui gagne sa première CAN. La Zambie aussi, on pouvait être content pour eux parce que la Zambie représentait justement le football à l'africaine. Mais on se dit comment la Côte d'Ivoire a pu passer à côté de cette CAN où elle est intouchable du premier match jusqu'aux dernières minutes du dernier match, quoi. Elle est là la plus grosse erreur de cette Côte d'Ivoire, Tate. Oh, elle est là, et en plus là commencent à naître des rumeurs de conflits entre Drogba et les frères Touré, notamment avec Yaya Touré, des guerres d'ego. Et là, à partir de 2012, c'est là que Drogba, même aux yeux des Ivoiriens, commence à perdre de son piédestal vis-à-vis du peuple ivoirien. Bon, je dis pas que, enfin, il était intouchable entre guillemets, mais là, à partir de ce moment-là, il était intouchable. Mais là, à partir de ce moment-là, pardon? Il était intouchable. Mais à partir de 2012. Johan, c'est différent. Le regard que ont les Ivoiriens par rapport à Drogba, ils sont respectueux de tout ce qu'il a apporté. Mais après, c'est revenu après. Ouais, il a tellement apporté. C'est grâce à lui qu'on peut aller en Finlande et que les mecs ils disent on connaît la Côte d'Ivoire grâce à lui, quand même. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça se ressent en fait que il y a le crédit, la perte de crédit de Drogba. Bien sûr. C'est vraiment décuplé. Même aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actualité. Les élections justement à la Fédération ivoirienne de football, mais t'en as qui sont totalement contre Drogba. C'est incroyable. Alors que si la Côte d'Ivoire avait gagné cette CAN comme pour récompenser ces 10 ans qu'on vient de traiter, Didier Drogba, il aurait pu être président de la République, J-Christ. Oui, mais voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il a manqué à Didier Drogba pour devenir divin? C'est un grand leader. On l'a vu, revu. Il a fait en sorte aussi de participer au processus de paix en Côte d'Ivoire grâce à la qualification à Allemagne 2006 et qui a abouti justement donc à des élections qui ont eu lieu peut-être 5 ans après, mais qui ont eu lieu quand même. Mais voilà, qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que même qu'il puisse devenir peut-être un potentiel Georges Weah, c'est ce fameux but, ce fameux accomplissement, ce fameux trophée que la Côte d'Ivoire attendait de sa part. Mais voilà, ça se joue à tellement peu de choses parfois, et aussi avec tellement de circonstances comme on a pu le voir que c'est difficile d'en faire un procès, même si 2012 quand même, il peut être établi ce procès quand même. C'est chaud. Non, ouais, 2012, c'est cette défaite, oui, c'est au tir au but, pardon. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Ça devait pas être perdu comme ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'image égratignée de Didier Drogba, elle se confirme d'autant plus, Tate,
que la Côte d'Ivoire va gagner sa CAN sans lui. Sans lui, et même il faut revenir aussi à 2013. Un an après, il y a la CAN. Et Drogba, sur le plan personnel, il passe à côté de la CAN. Il marque un seul but. Ils perdent en quart de finale et contre le Nigeria, contre le futur vainqueur. Et il passe à côté. Il passe à côté à la CAN 2013. Et c'est là que tu te rends compte que, et c'est là que Drogba en sélection, certes, il va forcer jusqu'à la Coupe du Monde 2014, qui va pas bien se passer pour lui sur le plan personnel, parce que il y aura une fronde de l'équipe qui préféreront mettre Bony à sa place en attaque. Mais il a plus l'âge aussi. Il a plus l'âge aussi. Mais bon, on sait très bien que s'il avait gagné la CAN 2012, il aurait joué tranquillement en 2014. Ça, c'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci. Mais oui, après, arrive en 2015. Et 2015, paradoxalement, avec les autres compétitions, ils commencent mal, ils finissent fort. Ils finissent fort, et encore sur la finale, c'est particulier. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui font que peut-être que c'est pas forcément la génération qui était la plus talentueuse qui l'a emporté, mais elle gagne justement. C'est comme si elle avait exorcisé justement donc tout ce qu'avait apporté le papa Didier Drogba Didier dans cette sélection. Et c'est vrai que c'est un paradoxe qui est particulier, parce que même il gagne alors que Gervinho sort du terrain pour ne pas tirer les pénaux. Il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est particulier. C'est particulier, et qu'en fait, voilà, on va retenir notamment l'impact de joueurs comme Yaya Touré, qui était critiqué au début de la CAN 2015, mais qui va devenir un héros national grâce à la victoire. Il y a aussi l'émergence d'Eric Bailly, qui jouait à l'époque dans l'équipe B de Villarreal, il me semble, ou à l'Espagnol Barcelone, je sais plus. Et voilà, il y a Eric Bailly, Wilfried Canon aussi qui se révèle. Serge Aurier aussi, qui fait une très bonne compétition, après avoir fait une très bonne Coupe du Monde 2014 aussi. Ouais. Donc, avec deux passes d'ess. Exactement. Donc honnêtement, cette victoire ivoirienne, on l'attend pas du tout. Et moi, honnêtement, à titre personnel, lorsque j'ai regardé le match Côte d'Ivoire-Algérie, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. J'ai vraiment senti qu'il y avait un truc qui se passait, parce que la Côte d'Ivoire a fait preuve d'une solidité collective qui était très très forte, et face à l'équipe d'Algérie qui était considérée comme la principale favorite de cette Coupe d'Afrique, après la Coupe du Monde 2014 qu'ils font. Donc voilà, chapeau à Hervé Renard et à cette nouvelle génération de joueurs ivoiriens. On va conclure ce podcast avec juste une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 10 ans de Côte d'Ivoire dans ce que doit faire le football africain pour s'améliorer? J'ai l'impression qu'on a quand même des brides d'exemples à suivre, entre attendre qu'un grand joueur se révèle et pour que celui-ci puisse accompagner un ensemble de joueurs formés localement avec des politiques qui s'assument. On peut le voir déjà dans quelques pays actuellement, notamment en Algérie, avec notamment cette même patte, comme le disait Yoann, de Jean-Marc Guillou. Voilà, est-ce que c'est un exemple à suivre, la Côte d'Ivoire, ces 10 années de Côte d'Ivoire, Gilles Christ? C'est un exemple à suivre dans la façon dont on a de l'idée du football qu'on a en Afrique en termes de performance. Après, il y a toujours des aspects, quand on part d'aussi loin que Didier Drogba, qu'on part aussi loin aussi que la génération ivoirienne, où on parle de redressement, qu'on a vu au début des années 2000 pour arriver à la finalité 15 ans plus tard avec une victoire. Oui, c'est un des exemples à suivre. Et après, encore une fois, ils auront pu montrer que le découragement n'est pas ivoirien, donc c'est plutôt une bonne chose de voir quand même que cette génération, certains membres de cette génération ont pu gagner, et qu'elle a été aussi un exemple pour d'autres sélections, que ce soit l'Algérie, que ce soit Madagascar, et on espère peut-être d'autres équipes. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.